La Patagonie est une région située sur le continent sud-américain. Partagée entre l'Argentine et le Chili, elle mesure 2 fois la France pour 100 fois moins d'habitants. Elle offre une variété de paysages uniques et particulièrement sauvages. Le plus grand champ de glace de la planète donne ici naissance aux plus beaux lacs. Les océans Atlantique et Pacifique bordent ses côtes sur près de 3400 km. Les hauts plateaux désertiques sont traversés par des canyons, aussi surprenants par leur taille que par les trésors qu'ils renferment. Terre sauvage et hors du temps, la Patagonie est riche de découvertes et d'expériences. Une vie en extérieur pour un voyage intérieur. C'est peut-être ça la réconciliation de l'humain avec la nature. Pour pénétrer en Patagonie, il faut croiser les lacs de sel, puis entrer à Carmen de Patagones. Coiffée de son bonnet phrygien, la Statue de la Liberté offerte par la France en 1913 surplombe le Rio Negro. Selon la légende, c'est le sésame pour la Patagonie du Nord. Divisée en 3 régions, 1600 km séparent la Patagonie du Nord du Grand Sud. Quant au centre, il mesure près de 1000 km de large. À 4 heures de route plus au sud, sur la côte atlantique, la ville de Puerto Madryn a été fondée en 1865 avec l'arrivée de 150 Gallois volontaires venus d'Europe pour coloniser cette partie du monde. La statue de la Galloise défiant les vents trône fièrement face à cette ville logée au fond du Golfo Nuevo. Puerto Madryn est un lieu de vacances prisé pour la qualité de ses plages. C'est aussi la porte d'entrée sur la péninsule de Valdez. Les 8000 km² de la péninsule font partie des 9 sites argentins reconnus par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Au cœur de ce paysage, l'Estancia La Adela, sorte de ranch argentin, possède un campo de 100 000 hectares de terre. La laine a depuis longtemps remplacé l'exploitation du sel, et l'élevage extensif du mouton s'inscrit parfaitement dans ce décor insensible aux épreuves du temps. Un siècle et demi plus tard, l'Estancia est restée dans son état d'origine. C'est l'occasion de découvrir l'une des richesses de la Patagonie, la laine de mouton. Alejandro Ferro a repris l'activité de son grand-père et continue de faire vivre avec passion cette exploitation aux côtés de San Gaucho, les cow-boys de la Pampa. L'avantage qu'il y a ici en Patagonie, c'est que toutes les exploitations agricoles sont extensives, c'est-à-dire que les pâturages sont naturels, et plus encore à Península Valdés. Regarde, justement la fleur dont je te parlais. Ça, c'est l'arbuste du guilimbay qui donne une fleur qui, si tu la touches, est un peu épineuse sur les latéraux. Et là, elle n'est pas encore séchée. C'est une fleur très riche en protéines, qui plus est sucrée. On peut la goûter. Bon, le goût est plutôt horrible pour ce que je viens de boire, mais pour les moutons, c'est un pur délice. Demain, j'aimerais aller voir le terrain du côté du pont parce qu'il y avait des animaux. On réglera ça tranquillement demain. Non, c'est pour les chevaux maintenant. Ici, inutile de faire preuve d'autorité. Chacun connaît son rôle et l'occupe parfaitement. Le postero est le gaucho vivant en poste isolé toute l'année au cœur du campo. C'est lui qui veille sur les milliers de bêtes que compte l'Estancia. Le cheval est le compagnon indispensable du gaucho et lui permet de sillonner les milliers d'hectares du campo. Grâce à leur monture, ces cow-boys de Patagonie regroupent efficacement les moutons laissés seuls sur ces terres.
Le chien de berger est un allié précieux, indispensable même. Il connaît parfaitement son rôle et peut à lui seul exécuter la tâche de 4 gauchos, grâce à sa rapidité et son intelligence. Plusieurs fois par semaine, il faut veiller à l'hydratation du bétail. Incapables de retrouver par eux-mêmes le chemin des points d'eau, la plupart des animaux mourraient alors de soif. L'eau est ici pompée à des dizaines de mètres sous terre par des moulins à vent répartis sur tout le campo. Une fois le travail de la matinée accompli, arrive l'heure du repas. Rustique, mais authentique. Ce sera du mouton aux oignons. De quoi reprendre des forces pour l'après-midi. Ça, c'est la toison d'un animal qui portait 4,5 kg de laine. Parce qu'on cherche les animaux qui ont des kilos de laine. Un gros mouton mange beaucoup plus pour produire finalement la même quantité de laine. La laine de mérino, si tu la touches, tu peux voir à quel point elle est douce. Ce sont des laines de 18 microns, 18,5, avec beaucoup de travail sur la génétique, une belle couleur blanche. Regarde comment savoir que la laine ne va pas se rompre quand tu vas tisser, ça fait le son d'une corde de guitare. Le campo d'Alejandro s'étend jusqu'à des falaises à l'opposé de la péninsule. L'isolement des lieux et la température des eaux côtières sont propices aux animaux marins. Manchots, lions et éléphants de mer se partagent l'affiche avec une star qui offre à la péninsule valdaise sa renommée mondiale. Cela se passe dans l'ancien village de pêcheurs de Puerto Piramides. Ce sont près de 800 baleines franches qui viennent ici chaque année entre juin et décembre pour donner naissance à leur unique petit. Un spectacle unique au monde. La proximité que l'on peut avoir avec ces animaux mesurant 14 mètres de long et pesant près de 40 tonnes est tout à fait exceptionnelle. Et les craintes que l'on peut éprouver face à de tels animaux s'effacent rapidement. Totalement inoffensifs, ils font preuve d'une très grande délicatesse. Même si les mères protègent leurs bébés, elles les laissent volontiers jouer et découvrir le monde autour d'eux, pour la plus grande joie des visiteurs. La péninsule de Valdez, où les baleines franches australes se regroupent pour leur reproduction, est le meilleur endroit au monde pour les observer. Elles ne sont pas revanchardes, car jusque dans les années 80, elles étaient pourchassées et tuées pour leur graisse. 1986 marqua la fin de la chasse commerciale à la baleine et le début de la protection de ces animaux si placides. La présence saisonnière de ces baleines dans la péninsule est estimée autour de 1500 individus chaque année. Ici, il y a des baleines partout en mer, et il est facile de croiser l'une d'elles. C'est alors un moment fort et qui ne s'oublie pas. Camarones, à 1 heure au sud de la péninsule, est un village tranquille que les manchots de Magellan ont choisi pour venir s'accoupler. C'est à partir de 3 à 5 ans qu'ils commencent leur rituel d'accouplement. Le mâle ouvre ses nageoires, cambre le dos et appelle la femelle.
Une fois le couple formé, les deux amants se caressent le cou, le dos et se mettent à chanter ensemble. Ces marques d'affection renforceront les liens qui uniront le couple durant les prochaines années. Une passerelle judicieusement installée permet de parcourir le territoire des manchots pour mieux les observer sans les déranger. Les jeunes manchots terminent ici de perdre leur pelage avant de rejoindre l'océan Atlantique pour la première fois. En emboîtant le pas des Gallois partis de Puerto Madryn pour traverser le continent à la conquête de l'Ouest, les décors qui longent le fleuve Chubut nous plongent en plein western. Les couloirs qui mènent aux Altares, à mi-chemin entre l'Est et l'Ouest du pays, soulèvent leurs parois rocheuses jusqu'à plusieurs dizaines de mètres. Dans la vallée des Martyrs, les Tehuelches, les redoutables Amérindiens de Patagonie, surent tirer avantage du terrain et remportèrent ici un grand nombre de batailles sur les Gallois qui traversaient la vallée. À peine 100 km avant d'atteindre la cordillère des Andes, toujours en plein désert patagonien, se réunissent au pied du fleuve Chubut un canyon et une pierre qui semble tomber du ciel. Même s'il semble évident qu'il n'y a pas âme qui vive à 100 km à la ronde, à peine s'approche-t-on des parois qu'apparaissent des dizaines de passionnés de la corde et du mousqueton. C'est ici le temple de l'escalade en Argentine. Piedra Parada, littéralement la pierre debout, est une masse de granit de 250 mètres de haut située à l'entrée du canyon de la Buitrera. Elle est le vestige d'une cheminée volcanique datant de plusieurs millions d'années. Peu connue du grand public, elle est l'une des parois emblématiques de l'escalade en Argentine. C'est avec le sifflement du vieil express Patagon, qui rebondit sur les premières montagnes de la cordillère des Andes, que la traversée du désert s'achève. De la ligne de chemin de fer construite par les Gallois depuis Puerto Madryn, seule une petite portion subsiste encore et permet de faire circuler un train à vapeur baptisé la Trochita. Une vénérable locomotive datant de 1922 tire encore vaillamment ses wagons hors d'âge. Ce train miraculé du siècle dernier a été conservé dans son état d'origine, à l'extérieur comme à l'intérieur. Les voyageurs assis sur les sièges en bois d'époque peuvent revivre le temps d'une journée l'aventure épique de la conquête de l'Ouest argentin. L'arrivée se fait dans la ville d'Esquel, où les Gallois ont achevé leur traversée du continent. Ils y ont laissé leur empreinte et le symbole de leur passage avec leur fameux dragon gallois. Région rêvée pour la pratique des sports en eau vive, le rafting est l'attraction phare.
Après quelques kilomètres dans les montagnes, on passe la frontière du Chili pour rejoindre Futaleufú. Du même nom que le fleuve qui le traverse, cette petite ville chilienne est le rendez-vous de tous les mordus de sensations fortes. Toujours bloquer ses pieds dans le bateau, le regard en avant, prêt à ramer, parce que cette rivière est puissante. Il y a de grosses vagues et j'ai besoin de vous les gars, pour ramer parce qu'il nous faut de la vitesse, de la puissance pour les traverser. Si on va doucement, les vagues, bon... En effet, les rapides qui dévalent la pente dans cette partie des Andes ont des niveaux de difficulté classés entre 5 et 6. Sachant que la classe 6 est interdite à la navigation pour une question de survie. Mais tous les guides sont ici hautement qualifiés et les consignes de sécurité sont à la hauteur du danger. Il ne faut pas moins de 4 fois plus d'embarcations que celles des téméraires pour assurer leur sécurité. C'est comme un mur fait d'eau blanche qui va venir sur nous. Donc quand l'impact va se présenter, vous plongez la rame à l'intérieur de l'écume et ça va permettre à l'embarcation d'aller de l'avant. Ok ? Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, même les enfants sont invités. Seuls les plus sages savent garder leur distance avec ces eaux bien trop agitées à leur goût. Pour clôturer la visite du nord de la Patagonie, il faut remonter 280 km plus haut dans le département des Lacs. En commençant par ce que les Argentins considèrent comme la capitale de la Patagonie, Bariloche. C'est la destination la plus visitée de toute la Patagonie. La place du centre civique de Bariloche est chargée de symboles. Elle rend hommage aux Amérindiens et au docteur Francisco Perito Moreno, homme de science, anthropologue et explorateur du 19e siècle, qui œuvra pour la défense des droits des Indiens. C'est au pied de la ville, avec la compétition nationale de natation en eau froide et dans la bonne humeur qui caractérise les Argentins, que démarre la saison des Jeux hivernaux de Bariloche. C'est rien que du froid. Environ 2400 mètres plus haut, les touristes viennent supporter les meilleurs sportifs du pays, avec en toile de fond la multitude de lacs qui font la renommée de Bariloche. Nous sommes ici aux Jeux d'hiver où se déroule l'épreuve de ski de fond avec Martín Vial qui nous vient de Terre de Feu. En s'éloignant de Bariloche,
Et avant de se lancer sur la fameuse route des 7 lacs à destination de San Martin, le petit circuit qui longe le lac Nahuel Huapi sur sa côte sud donne un bel avant-goût du potentiel de cette partie de la Patagonie. Le fameux hôtel Chao Chao, inauguré en 1938, a été construit pour développer le tourisme dans la région. Savamment installé sur les hauteurs de la péninsule Chao Chao, l'hôtel attire toujours les grandes personnalités et offre l'une des plus belles vues sur les lacs Moreno et Nahuel Huapi. C'est au pied de l'hôtel, depuis Puerto Pañuelo, que l'on part à la découverte des lacs. Véritables mers intérieures atteignant jusqu'à 450 mètres de profondeur. Selon une ancienne légende mapuche, une créature géante vivrait tapie dans les profondeurs. Le légendaire Nahuelito, sorte d'immense serpent préhistorique, pendant argentin du monstre du Loch Ness. À la vue du décor qui l'entoure, et avec ses fabriques de bière artisanales perdues en plein milieu d'une forêt de pins, la petite ville de Colonia Suiza, colonie suisse en espagnol, ne pouvait trouver meilleur endroit pour s'installer. Déclaré patrimoine historique, le village conserve intactes les caractéristiques originelles de la fin du XVIIIe siècle. Après avoir visité cet endroit qui ne ressemble à aucun autre sur le continent, il ne fait plus aucun doute que Bariloche mérite amplement son surnom de Suisse de l'Argentine. À 2 heures de route vers le nord, sur la rive opposée, Vichala Angostura est réputé pour avoir été, depuis le milieu du XXe siècle, le lieu de villégiature de la famille du célèbre président Perón. La tradition perdure, et les familles présidentielles passent toujours leurs vacances d'été au bord du lac Nahuel Huapi. Les marchés d'artisans locaux partagent avec une poignée de restaurants un petit bras de terre et 2 plages situées entre coucher et lever du soleil. Walt Disney se serait, dit-on, inspiré de ce lieu mystique pour illustrer la forêt de Bambi. Sur les 200 km qui séparent Bariloche de San Martin de los Andes, les points de vue exceptionnels s'enchaînent. Dans cette région, aux innombrables lacs à l'eau pure et cristalline, une simple promenade en canoë-kayak procure une sensation de plénitude. Les parcs qui se succèdent réservent tous leur lot de surprises. Comme avec la cascade d'El Nivinco, située à seulement 30 minutes de marche de la mythique route 40 qui longe la cordillère des Andes. Sur le parcours du Rio Nivinco, nom signifiant murmure de l'eau en langue mapuche, la cascade est une succession de 5 chutes au pied desquelles se forment des bassins naturels d'eau douce. Été comme hiver, le département des 7 lacs est la région d'Argentine la plus prisée des visiteurs.
Même au plus fort de la saison, la présence humaine se fait discrète. La nature est reine et offre dans cette Patagonie du Nord un nombre incalculable de sites sauvages facilement accessibles. Situé à la pointe nord du lac Lácar, San Martín de los Andes marque la fin de la route des 7 lacs. Avec une population d'à peine 30 000 habitants, la petite ville cherche à s'intégrer parfaitement à son environnement grâce à un cahier des charges architectural bien précis. Les ardoises du clocher de la paroisse San José, qui domine la ville, donnent le la pour ce qui est de la couleur, et celle du port pour ce qui est de la pente. San Martín de los Andes s'accorde parfaitement à la gamme des tons et des couleurs environnantes. À la différence de Vichada Angostura, et même si le tourisme occupe la première place dans la vie économique de la ville, San Martín reste vivante toute l'année. Situé dans les hauteurs de la ville, le musée collection Georg est dédié aux œuvres d'une famille amoureuse de la Patagonie depuis 3 générations. Georg et ses fils, Eliseo et Isaías, nous racontent. Quand je suis arrivé pour la première fois en Patagonie, j'ai ressenti un bien-être immense et j'ai mis du temps à comprendre. Je le dois à la façon dont s'est peuplé ce pays. En étant ouvert, tolérant et intégrant une énorme variété de cultures différentes. J'ai été attiré par l'expansion, la sensation de liberté. Je ne souffre d'aucune limite. Le dernier livre que j'ai fait s'appelle Terre du vent, qui justement traite de la Patagonie du Sud, parce que pour moi, c'est la Patagonie la plus authentique. J'ai essayé de représenter son côté sauvage, cru, rustique. Le vent se voit jusque sur ce visage. La région des lacs est si petite que c'est injuste de dire que c'est la Patagonie. La majeure partie est faite de steppes, comme le montre Eliseo avec Tierra del Viento. Ça, c'est la plus grande partie de la Patagonie. En effet, 30 km plus au nord, le Tipiliuqué, du haut de ses 1200 mètres, propose un tout autre spectacle. Nous sommes entre San Martín et Junín de los Andes. Ces serres arpentent les 20 000 hectares dédiés au meilleur de la pêche à la truite. Accompagnés par des guides expérimentés et des gauchos, les grandes fortunes de la planète séjournent dans ce lodge pour profiter d'une pêche exclusive le long de la rivière Chimiwin. Héritier de ce campo aux dimensions patagoniennes, l'écrivain Michel de Larminat nous parle de son grand-père quittant la France au siècle dernier pour venir s'installer sur cette terre du bout du monde. En 1909, il avait 19 ans quand il est arrivé ici. Il y avait une colonie française de presque 200 000 Français en Argentine. Ils se sont mariés avec des Françaises systématiquement qu'ils amenaient. Alors ça, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire parce que ces filles étaient des filles de famille, on peut dire, qui habitaient dans les châteaux et qui arrivaient ici, suivant leur homme, au bout du monde où ils n'avaient plus aucun contact avec leur famille, avec leurs amis, avec leurs cousins, etc. Pour moi, ça a été un des secrets du succès. Donc, ces femmes aient accepté et pu s'adapter, et pu apporter tout le touch féminin qui était tellement rare ici.
En dehors de la pêche, la ville de Junín de los Andes, située au pied du Tipiliuqué, possède une forte identité culturelle. La fête du Postero a lieu ici tous les ans. Si le Postero est l'un des métiers les plus répandus en Patagonie, il n'y a pas d'école pour l'enseigner. C'est donc dès le plus jeune âge que les gauchos transmettent à leurs enfants leur amour du métier. Cette fête se transforme en une école en plein air. Une belle idée pour motiver les enfants et compléter leur enseignement. Ils s'appliquent à exécuter le circuit sous les yeux des aînés. Ces futurs gauchos exercent aussi leur équilibre sur des moutons, encouragés par les vers improvisés du Pachador, qui chante accompagné de sa guitare. Il réconforte ainsi, et avec talent, les plus jeunes quelque peu chahutés par cet enseignement certes rustique, mais bien moins dangereux qu'il n'y paraît. Et ici Silvina qui démarre. Oh, bon, il s'est rien passé, elle n'a rien. Et voici les applaudissements pour Silvina, Abigail, Inal et le chant du Pachador. Et ça, c'est le frère, non? Oh, quelle habileté, fabuleux, bien, les applaudissements du papa. Regarde comme c'est beau. Quand la nuit tombe, la fête prend toute sa dimension folklorique. Des couples de danseurs exécutent sur un air d'accordéon argentin le chamamé, l'une des danses traditionnelles des gauchos. Puis, plus tard dans la soirée, c'est au tour des adultes de faire preuve de courage. Savoir dompter un cheval est un défi que chaque gaucho doit savoir relever. Un défi périlleux. À une centaine de kilomètres au nord-ouest de Junín de los Andes, dans le département de Huiliches, le volcan Lanín veille du haut de ses 3700 mètres sur les vallées environnantes. C'est ici que vit l'un des nombreux peuples autochtones originaires d'Amérique latine. Une communauté amérindienne mapuche, littéralement les hommes de la terre. Ici, à Chiquilihuín, les Mapuches vivent en famille sous l'autorité d'un chef de clan. L'école du village arbore le drapeau mapuche aux côtés de l'argentin. Les principales activités sont l'élevage, la plantation de fruits et l'artisanat. Ça, c'est une hache pour retirer le bois. Je fais tout. Ça, c'est un instrument de musique. Des assiettes. La communauté vend directement aux voyageurs les assiettes, les plats et les instruments de musique faits de bois et de peau. Dans le centre culturel du village, Magdalena enseigne aux femmes l'art du tissage dans le respect de la tradition mapuche. Ici, c'est la communauté Chiquilihuín, qui signifie en langage mapuche le rapace sur la cascade. Ça, c'est une partie de la toison après la tonte. On la lave et la sèche 3 jours pour retirer la graisse du mouton. Ensuite, on fabrique le fil à partir d'un filament. Voilà, ça c'est le premier filament. Le fil, on le travaille à la main. Bien sûr, avec la roue, elle le fait avec son pied. Ça va plus vite. Ensuite, on procède à l'enroulement. Voilà, on double le fil pour l'enrouler. Et on obtient un fil à 2 filaments, comme elle le fait en ce moment. Parce que pour tisser, il faut toujours partir d'un fil à 2 filaments. Donc ça, c'est la première étape avant de tisser. Après la fabrication du fil, on fait aussi la teinture.
On utilise l'écorce d'oignon qui donne une couleur plus dense, plus marron. Ici, la teinte est plus sombre. Tout dépend du temps d'immersion, de la laine et de la quantité. Ça, c'est une sorte de cerise originaire d'ici, de la nalca, du radal. Tous ces marrons viennent du radal. On utilise aussi l'herbe du maté. Le blanc, le noir, le gris, tout ce qu'offre la terre se retrouve dans le tissu. Ici, par exemple, on a les 4 points cardinaux que l'on retrouve sur le Nandu. Ici, un envol d'oiseaux. Là, les semis de la terre. Derrière ces symboles viennent tout un tas de légendes. En Patagonie, les légendes sont nombreuses et s'expriment souvent de manière artistique. 1000 kilomètres vers le sud, nous entrons cette fois dans la Patagonie centrale. C'est dans la province de Santa Cruz que la seconde communauté la plus importante de la Patagonie a adopté une toute autre forme d'expression artistique pour raconter ses légendes. Née du mariage entre l'eau et la terre, une oasis de verdure vient compléter ce tableau idyllique dont la nature est l'auteur. Il se nomme à juste titre Rio Pintura. C'est en plongeant au plus profond du canyon que l'on découvre Las Cuevas de las Manos, les cavernes aux mains. Les Indiens Tehuelches, qui furent les derniers à habiter le canyon, ont perpétué une pratique ancestrale née il y a plus de 9000 ans. Ils ont raconté leur histoire, laissant leur empreinte de main en soufflant sur les murs à travers de petits os, un mélange de sang, de graisse et de pierres réduites en poudre. L'effet est saisissant. Et pour cause, ces centaines d'empreintes humaines entremêlées les unes aux autres ont été réalisées sur une période de temps s'étirant sur plus de 6000 ans. Certaines d'entre elles, affichant un 6e doigt, ouvrent de plus la porte à toutes sortes de légendes. Une chose est sûre, tous ces animaux présents sur ces scènes de chasse préhistoriques sont encore vivants de nos jours, comme le guanaco ou le tatou. Ici, au Rio Pintura, par la beauté de ses œuvres, Las Cuevas de las Manos a hissé la Patagonie au rang de maîtresse du temps. Pour le cas où certains mettraient en doute ce mérite, 400 km plus au nord, toujours dans la province de Santa Cruz, la Patagonie renferme des vestiges beaucoup plus anciens encore. Il y a 150 millions d'années, cet endroit ressemblait à un jardin d'Éden fait de mers et de lagons entourés de vastes forêts. Avec le temps, la nature a profondément modifié ce décor paradisiaque. Le soleil a asséché cette terre et l'eau a fini par creuser ses vallées, faisant au passage apparaître une large palette de couleurs. C'est ici qu'est née la forêt pétrifiée, où des sentiers vous mènent à la découverte d'un nombre impressionnant de troncs qui ressurgissent des sols sous l'action de l'érosion. Enfouis des millions d'années sous les sédiments, la terre leur a fait don de ses couleurs, invitant la silice à se substituer aux matières végétales pour obtenir ces joyaux naturels. De retour dans la cordillère des Andes, mais sur la même latitude, la Carreta Austral du Chili, route tout aussi mythique et incontournable que la route 40 d'Argentine, mène au paradis des amoureux de la montagne. Les couleurs lactées du lac General Carrera se confondent si bien avec le ciel que ces îles semblent flotter comme en plein rêve. Des formations dites de marbre jalonnent les rives du lac et marquent l'entrée du sud de la Patagonie.
Cette partie australe de la Patagonie accueille la troisième plus grande masse glaciaire de la planète, juste derrière l'Antarctique et le Groenland. C'est donc la première réserve de glace continentale avec pas moins de 48 glaciers. Et c'est entre les villes argentines de Calafate et du Chaltén que l'on a rendez-vous avec un colosse. Le Perito Moreno. Ce célèbre glacier est le plus facile d'accès et ses dimensions véritablement hors normes en font un mastodonte de glace tout à fait exceptionnel. Le paysage environnant des hautes montagnes semble même s'effacer derrière lui. Sa surface équivaut à 2,5 fois celle d'une ville comme Paris. Le front de glace culmine à plus de 60 mètres et mesure 5 km de long. Il progresse de plus de 2 mètres par jour. C'est l'un des rares glaciers à continuer de croître. Cette masse de glace semble vivante. Elle s'anime, respire et craque. Les visiteurs guettent le moment où les parois de glace vont finir par se briser et plonger dans le lac Argentino. « 50 km plus au sud, côté chilien, 227 000 hectares de nature soigneusement protégée forment le parc de Torres del Paine. L'atmosphère du parc de Las Torres del Paine est unique en son genre. Déjà, le lac qui mène au tour de granit annonce la couleur. Ses eaux turquoises semblent comme illuminées de l'intérieur. La faune du parc s'épanouit ici sur un territoire totalement préservé. Il est facile d'approcher les guanacos, de petits camélidés sauvages, proches parents des lamas et des alpagas. Le parc de Torres del Paine tire son nom de ses tours, les torres, aiguilles qui s'élancent vers les nuages. Elles sont le symbole de toute cette région du Chili. Pour aborder notre dernière étape, il faut parcourir 380 km plus à l'est, en suivant la trace des derniers volcans du continent. Là, le chemin s'arrête et fait face au détroit de Magellan.
Fouler la Terre de Feu, c'est comme poser la dernière pièce d'un puzzle. Réaliser un rêve un peu fou, voyager jusqu'au bout du monde. Comme savent si bien le faire les îles, la Terre de Feu a su conserver ses traditions et assumer son isolement. C'est ce que l'on découvre à l'Estancia Maria Beetti, située à mi-chemin entre Punta Delgada et Ushuaia. Plus qu'une estancia, c'est un village du siècle passé, avec sa bibliothèque, la maison des employés, la chapelle bien sûr, son atelier de mécanique et même le restaurant du personnel ou la polenta aux moutons met tout le monde d'accord. Encore une fois, ici nul besoin de prévenir à l'avance pour être accueilli avec gîte et couvert. L'hospitalité en Patagonie fait l'orgueil des Argentins. Et puis surtout, il y a le plus grand hangar du monde destiné à la tonte des moutons. C'est le temple de la laine en Terre de Feu, sinon en Argentine, où plus de 120 000 moutons sont tondus ici chaque année, selon les règles de l'art. Les tondeurs de moutons concilient rapidité et précision. Ces hommes parcourent des milliers de kilomètres et vont officier d'estancia en estancia, forts de leur savoir-faire. Le plus important étant de ne pas blesser le mouton, ne serait-ce que par respect de l'animal et pour ne pas tacher et perdre sa laine. Les races sont classées, la laine séparée, nettoyée, puis empaquetée. La Terre de Feu s'étend sur 200 km du nord au sud. La steppe patagonienne laisse place à des chaînons montagneux qui culminent à 2400 mètres. Il y a plus d'un siècle, le colonel Augusto Lasserre demande à un certain Thomas Bridges d'abaisser son drapeau anglais pour le remplacer par l'argentin et officiellement fonder en date du 12 octobre 1884 la ville d'Ushuaia. Face au canal de Beagle, elle doit sa renommée au fait d'être la ville située la plus au sud de la planète. Et c'est aussi la seule ville d'Argentine du côté de l'océan Pacifique. Ushuaia est l'une des villes au monde qui possède la météo la plus capricieuse. Il n'est pas rare d'y vivre les 4 saisons condensées en une seule et même journée. À l'extérieur, la ville est entourée d'un paysage de tourbières. Ces zones naturelles ne représentent que 3% des terres émergées, mais sont des puits de carbone efficaces. En piégeant le CO2 de l'atmosphère, elles contribuent à diminuer l'impact du réchauffement climatique. Les tourbières de Patagonie jouent donc un rôle capital à l'échelle mondiale. Les fameux arbres dits en drapeau, façonnés par la puissance des vents, annoncent l'arrivée de la première estancia de Terre de Feu, l'Estancia Abertan. Ici vivent les héritiers du missionnaire anglais qui fut le premier Européen à vivre sur l'île. Thomas Bridges a été le premier blanc à vivre sur l'île avec sa famille. Il a appris le langage quand il allait avec 3 ou 4 Yamans à la mission aux îles Malvinas. Et en jouant alors qu'il n'avait que 13 ans, il a appris leur langue. Ami et défenseur des Indiens Yamanes, il réalisa durant sa propre mission anglicane un dictionnaire de cette langue amérindienne, traduisant ainsi plus de 30 000 mots. Il s'employa aussi à rétablir la vérité face à la description plus que succincte que fit Charles Darwin sur le raffinement de la culture des originaires de l'île.
Visiter l'Estancia Aberton permet de mesurer tout le courage dont ont fait preuve les familles de colons européens, comme celle de Thomas Bridges. Côtoyer l'embarcation construite par le fils de Thomas pour aller chasser la baleine aux abords du Cap Horn équivaut en quelques minutes à la lecture de l'œuvre complète d'Ernest Hemingway. Plus de 100 000 visiteurs par an viennent en Patagonie à la recherche de la liberté. Il y a ceux qui chevauchent leur moto, d'autres à bord de vieilles reliques ressuscitées, et même celui qui vient du fin fond de la Chine sur son vélo. Ils auront traversé plus de 8 millions d'hectares de parcs nationaux. La majorité d'entre eux atteindra le bout du monde et chacun comprendra à l'arrivée que ce n'est pas la destination qui compte, mais bien les chemins qui y mènent. Ils pourront alors se vanter d'avoir apprivoisé la Patagonie, première dame à mériter le titre de maîtresse du temps.